Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Café et chocolat, l'émission qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Basile Duflou, président de Rêve FM. Aujourd'hui, Radio KPMG et Rêve FM vous proposent de vous immerger dans le monde du 7e art. Comment pense un cinéaste ? Quel est son rapport aux acteurs ? Quel est l'état actuel du cinéma français et que lui présage l'avenir ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons convié deux invités, Gérard Krawczyk et Thomas Paris. Gérard Krawczyk, réalisateur des films Taxi, mais aussi de Fanfan la Tulipe, notamment, se confie à notre micro sur son métier, en réalité sa passion. Véritable chef d'orchestre, il nous explique son rôle lors du tournage des films, les multiples difficultés qui lui incombent, mais surtout le plaisir qu'il prend à raconter ses histoires, à transporter le spectateur dans son imaginaire. Thomas Paris, professeur à HEC Paris, spécialisé dans l'audiovisuel, vous donne son avis optimiste sur l'avenir du cinéma. L'histoire le montre, le cinéma a toujours su s'adapter aux nouvelles technologies et il saura encore le faire dans les années à venir. Pour clôturer l'émission, Pauline Cachou, vice-présidente de Rêve FM, nous livre son coup de cœur cinématographique. Avec ce choix, Pauline témoigne que les bons films ne sont pas toujours écrits à l'eau de rose. Mais passons, sans plus attendre, à l'interview croisée de Thomas Paris et Gérard Krawczyk, menée par Olivier Génin, membre de Rêve FM. Messieurs, c'est à vous. L'interview. L'auguste cérémonie des Césars du cinéma s'est tenue fin février à Paris et le 13 mars dernier a eu lieu la 95e cérémonie des Oscars à Los Angeles. De bonnes raisons de parler aujourd'hui de cinéma sur nos ondes. Ainsi bercé par le 7e art, notre émission accueille aujourd'hui Gérard Krawczyk et Thomas Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Gérard. Gérard Krawczyk, vous avez débuté votre carrière de cinéaste en 1986 avec le film Je hais les acteurs, nominé 2 fois au César. Vous êtes connu pour avoir réalisé plusieurs films qui ont fait des millions d'entrées, les Taxis, évidemment, mais aussi Fanfan la Tulipe. Vous avez tourné également des films plus intimistes, comme par exemple La vie est à nous. Nous avons le plaisir également d'avoir aujourd'hui à notre micro Thomas Paris, diplômé de l'école polytechnique, docteur en gestion et chargé de recherche au CNRS. Vous êtes professeur à HEC Paris, expert dans les industries créatives, à commencer par le cinéma et l'audiovisuel. Un grand merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation radiophonique. Ma première question sera pour vous, Thomas Paris. Pouvez-vous dresser le panorama du cinéma français en 2023 ? Le panorama du cinéma français en 2023, vous avez introduit cette émission avec la cérémonie des Césars, qui était sans doute un très très bon moment pour commencer à répondre à cette question, parce qu'autour de la cérémonie des Césars, on a vu émerger pas mal de questions, d'interrogations sur comment mener cette cérémonie, parce qu'on voit bien que le cinéma français se cherche. Si on rentre un peu dans les chiffres, le Centre national de la cinématographie a annoncé un rebond du cinéma français en 2022, de l'ordre de 60% d'entrées supplémentaires par rapport à une année Covid, donc c'est pas très significatif, mais on reste en deçà des années pré-Covid et on reste en deçà, grosso modo, de 25%. Ce qui est à peu près évident, c'est qu'on est dans une logique de transition ou dans une période de transition et qu'on ne sait pas encore comment le cinéma va rebondir, va réagir. Et derrière cette transition se posent plusieurs questions. Alors d'abord, quand on regarde le box-office, il est de plus en plus dominé par des franchises. Les 5 premiers du box-office en 2022 étaient des franchises, des grandes franchises, notamment Top Gun, pour n'en citer qu'un. Les films français arrivent à maintenir une part de marché, mais avec beaucoup plus de films français qu'il y a quelques années, et avec une audience qui est beaucoup plus dispersée. Et on a de moins en moins de gros succès, d'énormes succès du cinéma français. En tout cas, c'était le cas en 2022. Et donc, les questions de fond qui se posent derrière cette transition, c'est d'abord les publics jeunes. Est-ce que le cinéma va réattirer, va pouvoir faire revenir les publics jeunes dans les salles, et puis, de manière beaucoup plus générale, finalement, le positionnement de la salle par rapport à d'autres formes de consommation des films, et notamment les films à la maison sur les plateformes de SVOD ou de VOD, et puis même plus largement, la place de la consommation, pardon pour le terme, de cinéma par rapport à d'autres loisirs, d'autres sorties, etc. L'arrivée de Netflix, des plateformes de SVOD, a bouleversé finalement l'ensemble des habitudes, les habitudes de consommation des films, mais aussi les habitudes d'organisation de sa vie de loisir, disons. Ensuite, vous concernant, Gérard Krawczyk, quel est votre parcours ? Pourquoi être devenu réalisateur après une première maîtrise d'économie ?
J'ai effectivement, pour faire plaisir à mes parents, comme plein de plein de bons fils, j'ai fait des études puisque eux n'ont pas eu la chance d'en faire, et donc j'ai fait une maîtrise d'économie et de gestion à Paris Dauphine. Et puis en 69, j'ai rencontré la photo. Je suis rentré dans un labo photo et j'ai vu l'image monter dans le révélateur, et ça a changé ma vie en fait. Et donc j'ai fait beaucoup de photos, et je me suis aperçu qu'en faisant des photos, j'avais du mal à raconter des histoires, et en fait ce que je voulais, c'était raconter des histoires. En fait, ce que je voulais, c'était rencontrer des gens, je faisais des voyages aussi, mais je me suis aperçu qu'en racontant des histoires, on pouvait rencontrer des gens, et en racontant des histoires avec des émotions, on rencontrait les autres. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire du cinéma. Comme je connaissais personne dans le cinéma, j'ai présenté une école qui s'appelait à l'époque l'IDEC et qui est devenue la FEMIS. Et j'ai fait cette école et il y avait diverses options. Et là, c'est option prise de vue et réalisation. Voilà un peu le parcours. Très bien, vous choisissez donc de raconter des histoires, mais comment est-ce que vous choisissez vos sujets de films, les acteurs ou actrices qui vont jouer dedans? Tous les films que j'ai faits, qui sont très différents, puisqu'il y a des films, comme vous l'avez dit, intimistes, comme La vie est à nous, ou L'été en pente douce, qui est peut-être plus connu, et des films de pur divertissement, comme Les taxis ou Wasabi. Donc, en fait, moi, je suis fait de tout ça, comme plein de gens, hein. C'est-à-dire que j'aime aussi bien le rap que le rock, que la musique classique, en littérature, où je peux lire des essais, de la BD ou des romans. Donc, je crois qu'on est fait de plein de choses. Et donc, j'ai fait les films que j'avais envie de voir en tant que spectateur. C'est ça qui a principalement guidé mes choix. Ce qui fait que, contrairement à d'autres personnalités, cinéastes, qui creusent un peu un sillon, moi je suis plutôt un peu dans la diversité, quoi. Donc c'est vrai que ça a représenté pour moi des difficultés, parce que en France on n'aime pas trop ça. On aime plutôt voir des gens qui sont dans une direction, dans un sillon. Mais bon, j'ai pu quand même réussir à faire des films qui me tenaient à cœur et qui sont finalement assez divers. Mais si on regarde tous ces films, enfin il y en a 10 au cinéma, si on regarde tous ces films, il y a quand même quelque chose de récurrent, c'est que ce sont des films qui font la part belle aux acteurs, aux personnages. Et je pense que c'est Frank Capra qui disait ça. Il disait ce que les gens aiment, ce sont les gens. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai fait du cinéma, c'est que je raconte l'histoire, nos histoires, l'histoire de gens. Pour ce qui concerne les acteurs et les actrices, en fait, je choisis d'abord des acteurs et des actrices qui veulent bien tourner avec moi et qui veulent bien incarner ces rôles. Mais pour moi, ce sont, selon moi, ceux qui incarnent le mieux les personnages. Et ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de mélanger des acteurs connus et des acteurs inconnus. Et très souvent, c'est arrivé plusieurs fois, des acteurs inconnus sont devenus très connus après. Mais j'essaye toujours d'avoir ce mélange, parce que je trouve que cette espèce de métissage-là est très créatif. C'est toujours formidable de voir des gens qui ont plein d'expérience jouer avec des gens qui n'en ont pas. Ça crée une énergie qui est tout à fait formidable pour les films. Thomas Paris, vous parliez donc de transition dans le cinéma. Ces transitions passent aussi par les réformes. En 2022, les salles de cinéma ont été privées en France du dernier Disney, en protestation contre la réforme de la chronologie des médias. Que pensez-vous de cette réforme ? Alors, c'est difficile d'avoir un avis définitif sur la chronologie des médias. La chronologie des médias est d'abord un serpent de mer. Ça fait des années et des années et des années que se pose la question de remettre à plat la chronologie des médias. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chronologie des médias, c'est un système d'optimisation collective de la vie des films et des recettes des films. Et donc, quand on voit les choses comme ça, on pourrait se dire que tout le monde aurait intérêt à tirer dans le même sens. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque tout l'engouement, disons l'espèce de crise sans fin autour de la chronologie des médias est arrivé avec la piraterie. Et la piraterie a amené le sujet il faut réduire le plus possible le passage des films sur les 2e, 3e, 4e fenêtres par rapport à la sortie en salle, pour éviter le phénomène massif de piraterie, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas payer leur place de cinéma et qui vont trouver tous les moyens de voir les films par ailleurs. Et donc, l'origine de ce raccourcissement à peu près permanent de la chronologie des médias, ça a été ça. La difficulté quand on raccourcit les fenêtres, et donc quand on donne une durée
plus court, disons, au film en salle, c'est qu'on participe d'un phénomène d'accélération générale qui va profiter avant tout aux films qui ont un gros potentiel, puisque c'est les films qui vont être vus d'abord sur le ressort de la publicité. Et donc, il y a des acteurs qui aujourd'hui plaident pour un raccourcissement, un rétrécissement, pour aller un petit peu dans le sens de l'histoire. Mais d'un côté, quand on plaide pour un rétrécissement, effectivement, on lutte pour la piraterie, bon, pour peu que ce soit encore le sujet aujourd'hui, mais en plus, on contribue à accélérer la vie des films et à finalement rendre de plus en plus difficile la vie des films dont le succès ne se construit pas sur la publicité. Au-delà donc de ces questions de réforme, quel devrait être le rôle des pouvoirs publics, de l'État, pour que le cinéma français continue d'être un vecteur de soft power dans un contexte où, vous en parliez, les plateformes s'imposent de plus en plus? L'exception culturelle française a-t-elle encore de beaux jours devant elle? L'exception culturelle française a sans doute de beaux jours devant elle pour une raison simple, c'est que c'est un concept qui veut dire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est devenu une espèce d'étendard de tous les freins au changement. Dès lors qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on met en avant l'exception culturelle française. Le véritable enjeu, et sans doute encore plus que le soft power, pour moi, c'est comment faire pour avoir une offre dynamique et créative. Et sous-entendu diverses et variées, puisque ça va derrière ces termes de dynamique et créative. Et en l'occurrence, le rôle des pouvoirs publics est à la fois essentiel et très compliqué, et extrêmement compliqué. Essentiel parce que les mécanismes de marché ne poussent pas à la diversité, ne poussent pas à la prise de risque artistique. Compliqué parce que dans l'industrie du cinéma, comme dans n'importe quelle industrie créative, on est dans des logiques, dans des dynamiques d'offres, dans des dynamiques entrepreneuriales, dans des dynamiques de prise de risque. Et l'enjeu pour la puissance publique, pour les pouvoirs publics, c'est d'arriver à intervenir au service d'une plus grande diversité, d'un plus grand dynamisme, sans tuer cette dynamique entrepreneuriale émergente et presque concurrentielle, voire hyper concurrentielle, qui est quasiment synonyme de créativité, disons. Moi, j'ai tendance à dire que finalement, la place des pouvoirs publics dans ces secteurs de la création, c'est un peu celui d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Gérard Krawczyk, donc vous dirigez des acteurs donc célèbres, Marion Cotillard dans Taxi, Michel Galabru, des acteurs moins célèbres aussi. Mais comment, de manière générale, est-ce que vous arrivez à les diriger, tous ces acteurs? La direction d'acteurs, c'est un drôle de truc. Chabrol, avec des répliques assez malicieuses, disait la direction d'acteurs, c'est le choix des acteurs en fait. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, parce que déjà le choix implique une direction, mais il y a plusieurs façons, il y a plein de façons et plein d'ouvrages sur la direction d'acteurs. Moi, j'ai un peu tendance à saouler d'indications les acteurs, et à ce propos, je me souviens de Marie Laforêt, que j'arrêtais pas d'abreuver d'indications, qui m'a regardé et qui m'a dit, juste avant de tourner, elle me dit, on se retrouve à la sortie. Et c'est ça, c'est-à-dire que à un moment, vous dites action, et l'acteur, il se retrouve tout seul devant la caméra. Et c'est ça qui est magique aussi. Moi, je suis le premier spectateur, mais je vois d'un seul coup le personnage s'incarner avec la prestation de l'acteur. C'est quelqu'un d'autre que celui ou celle à qui on a parlé 2 minutes avant. Ça, c'est totalement magique. Alors là, voilà, la direction d'acteur, je crois que d'abord, ça dépend de chaque metteur en scène, et puis ça dépend de chaque acteur, parce que chaque acteur ou actrice a un métabolisme particulier. Il y en a qui sont bons à la première prise, d'autres, il faut qu'ils se chauffent. Quand on fait des scènes avec plusieurs acteurs, il faut que dans la même prise, ils soient au top tous. Donc tout ça, on apprend au fur et à mesure. Moi, je crois que c'est mon amour des acteurs qui fait que j'ai une direction un peu particulière. C'est vrai que mon premier film s'appelait « Je hais les acteurs », mais en fait, c'était un cri d'amour pour les acteurs, quoi. Et puis, dans la direction d'acteur, il y a la place de la caméra. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez où vous allez mettre la caméra, ce que vous allez filmer et comment vous allez le filmer. C'est-à-dire si c'est un gros plan, s'il y a plusieurs personnes dans le cadre, si la caméra est basse, si elle est haute, s'il y a un mouvement. Tout ça fait que c'est aussi un peu de la direction d'acteur, parce que l'acteur, lui, va se mouvoir dans un espace que vous avez décidé de lui accorder, ou c'est lui qui va vous proposer un espace aussi. Donc, c'est avec ces outils-là qu'on dirige, entre guillemets, les acteurs. Mais c'est vrai que quand vous êtes réalisateur, tout ce qu'il y a dans le film, c'est votre regard. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le cadre de la caméra, depuis le plus petit accessoire jusqu'à la façon de parler des acteurs et des actrices, jusqu'à le moindre mouvement, la bande-son, etc. C'est vous qui choisissez tout ça.
Donc forcément, si par exemple on filmait notre conversation, il y a une infinité de façons de la filmer et donc une infinité de films suivant les décisions que prendrait chaque réalisateur ou réalisatrice. Est-ce que quand je parle, si la caméra est sur vous qui écoutez, ou elle est sur quelqu'un dans le studio qui fait autre chose, ou est-ce qu'il y a une bombe sous la console de mixage? Enfin voilà, tout ce que vous allez décider de montrer au spectateur et la façon dont vous allez le montrer, c'est votre œil de réalisateur. Donc, vous avez des réalisateurs dont vous reconnaissez immédiatement le style, d'ailleurs, et puis d'autres qui ont un style pour chaque histoire aussi. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, des réalisateurs qui n'ont pas vraiment de regard. Hein, et il y a aussi des absences de regard dans certains films. C'est pour ça que je pense, moi, qu'il n'y a pas de genre majeur ou mineur au cinéma, que tous les genres cinématographiques sont absolument respectables, comme tous les genres littéraires ou toutes les musiques. Il y a que il y a des films majeurs et des films mineurs. Mais ça, on ne sait jamais quand on les fait s'ils deviennent majeurs ou mineurs. On a toujours espoir que ce soit des films qui rencontrent le public et qui soient forts, quoi. Outre ce que vous choisissez de montrer des acteurs des films, il y a ce qu'on ne voit pas, des dimensions peut-être plus difficiles à gérer pour un réalisateur, la charge mentale, la réalisation technique, la distribution. Quelle est, selon vous, la dimension la plus difficile à gérer pour vous ? En fait, tout est difficile en réalité. Il s'agit, à travers toutes ces contraintes, de ne pas perdre le film en route et même de transformer ces contraintes en vertus créatives. C'est ça le plus dur. C'est-à-dire que on est dans un métier où chaque poste peut mettre en péril la finalité de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, l'assistant opérateur, s'il fait mal le point, et si dans une scène d'émotion c'est flou, la scène elle est foutue. Ou si c'est une scène d'action, même s'il y a une cascade qui a été très importante à mettre en œuvre, si elle est réussie mais que le pointeur a mal fait le point, la séquence est à mettre à la poubelle. Mais ça peut être aussi un accessoire qui est important dans le film et qu'on n'a pas ce jour-là. Ça peut être une autorisation qui n'a pas été donnée et on ne peut pas tourner dans une rue qui était importante ou dans un décor. En fait, chaque poste est important et peut remettre en cause la finalité, quoi. Donc, je crois que c'est ça qui est le plus dur. Et à travers toutes ces contraintes, il faut garder le cap, garder ce que j'appelle ne pas perdre le film en route. Ça, c'est tout à fait essentiel parce qu'il y a tellement de choses à gérer qu'on peut très vite perdre l'essentiel, quoi. Mais c'est un peu comme dans la vie, hein, quelquefois, sauf que là, c'est très ramassé. Et on a un paramètre qui est absolument important, c'est le temps. Ce temps, il n'est pas extensible. Chaque minute coûte cher. Donc, il faut qu'à chaque minute, on soit bon et que tout le monde soit bon. Je crois que c'est ça aussi qui est très difficile. Et comme on travaille avec des relations humaines, avec des gens qui des jours ont le moral, des jours ne l'ont pas, avec la météo qui vous avez prévu qu'il fasse beau et il pleut, avec plein de choses qui peuvent entraver ou changer ce que vous avez prévu. Donc là, il faut faire preuve de créativité et se dire, même s'il y a cet obstacle, il faut retourner ce handicap, cet obstacle en bonus et faire que ce soit mieux, quoi. Thomas Paris, une autre grande difficulté du cinéma a été donc la période Covid. Si aujourd'hui on assiste à une véritable reprise du cinéma en salle, notamment en France, ça reste inférieur à ce qu'on avait avant. Pensez-vous que cette baisse est conjoncturelle ou qu'elle témoigne d'un désamour des Français pour le cinéma en salle ? Alors moi je pense qu'on est dans une période extrêmement expérimentale et que rien n'est définitif. Expérimental parce qu'on apprend finalement ce que sont les comportements des gens après le Covid alors qu'ils ont une offre beaucoup plus riche à la maison. On apprend ce que sont les comportements des gens qui ont été privés de sortie pendant quelques temps. Et expérimental aussi parce que les acteurs expérimentent. Et quand je dis les acteurs, ce sont les acteurs du cinéma qui expérimentent sur les types de films, qui expérimentent sur les types de sorties, qui expérimentent sur le rôle que doit jouer la salle, sur le type de film que doit proposer la salle, etc. Vous avez vu passer récemment les annonces de Pathé qui se lance dans une offre extrêmement premium dans l'offre en salle, où on paye son billet beaucoup plus cher pour avoir un confort extraordinaire, etc. On est vraiment dans une recherche dont on ne connaît par définition pas les résultats. On est dans une période de transition et de recomposition, ça je l'ai dit. Transition parce qu'on a un nouveau média, on a une nouvelle façon de consommer les films et le cinéma qui est apparu, et d'ailleurs avec des nouveaux formats, puisque les plateformes de SVOD sont avant tout des modalités de diffusion des séries. Donc, il y a un nouveau format qui vient concurrencer
par rapport au temps du consommateur, le cinéma. Et dès lors qu'un nouveau format apparaît, qu'un nouveau média apparaît, ce que nous dit l'histoire de la création dans n'importe quel domaine, c'est que s'opère une recomposition, c'est-à-dire quel type de contenu pour tel type de tuyau, pour utiliser ces termes un peu barbares. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire le cinéma sera le lieu de diffusion de quel type de contenu demain. Est-ce que ce sera effectivement les grands films spectaculaires qui durent de plus en plus longtemps, les grandes franchises, ou au contraire, va-t-il redevenir le lieu d'exposition des films d'auteurs qui ont besoin de plus de temps pour trouver leur public? Honnêtement, on ne sait pas vraiment exactement quelle sera la direction. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, en tout cas aujourd'hui, il y a quelque temps, l'ensemble des acteurs étaient convaincus que le cinéma serait le lieu de diffusion des grandes franchises, mais quand Disney annonce qu'il réfléchit à passer ces grandes franchises directement sur les plateformes, la question se pose vraiment en fait. Voilà, on est dans cette période de recomposition, donc je ne crois pas au désamour pour le cinéma, je crois à une recomposition sur la manière de le consommer. Gérard Krawczyk, vous parliez par exemple de créativité pour donner un souffle au cinéma. Comment est-ce que vous justement vous voyez l'avenir du cinéma en lien avec la place des nouvelles technologies? On parle beaucoup par exemple d'intelligence artificielle en ce moment. Donc comment est-ce que vous voyez cet avenir du cinéma dans un monde rempli de nouvelles technologies dans l'industrie cinématographique? Vous savez, le cinéma, c'est le 7e art. En fait, il a vampirisé tous les autres arts. Et puis, le cinéma a toujours absorbé, pour le mieux d'ailleurs, toutes les nouvelles technologies. Ça a commencé avec le son, puisqu'au départ, on avait le cinéma muet. Le son est venu et a apporté beaucoup au cinéma. Après, ça a été la couleur. Après, il y a eu le relief. Après, il y a eu plein de choses. Dans le son, il y a eu aussi le Dolby, la stéréo. Je vais passer pour aller directement au numérique. Mais tout ça, ça a toujours été des plus pour la création, pour la liberté d'expression. Et je pense que notre vigilance à nous par rapport aux nouvelles technologies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est que elle n'entrave pas, elle ne limite pas la création et la liberté d'expression, l'indépendance du créateur. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Ce qui me préoccupe, ça ne sont pas les nouvelles technologies. Ce qui me préoccupe, c'est par exemple, le cinéma est sorti très affaibli de la crise sanitaire, au détriment des plateformes qui en sont sorties tout à fait puissantes et omniprésentes. Mais la différence, et c'est là où on doit être vigilant, c'est que quand vous avez affaire à plusieurs financiers, comme c'est le cas dans le cinéma, le producteur et le réalisateur restent indépendants. Ils peuvent aller vraiment vers où même si ça se réduit, ils peuvent quand même faire des choses singulières. Je pense qu'on a besoin de choses singulières. Alors que lorsque vous avez un seul diffuseur, un seul financier, vous passez sous ces desiderata. Or, ces plateformes, elles sont guidées par des algorithmes, beaucoup, et puis elles ont une façon de raconter des histoires. Le problème de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, c'est que ça travaille sur des choses déjà existantes. Or, toutes les créations sont venues sur des choses totalement singulières et qui cochaient aucune case. Si je prends l'exemple de la peinture, et si on part de la peinture figurative et qu'on met l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les impressionnistes ou qu'on aurait eu le cubisme. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur le fait qu'on n'ait pas, avec le numérique qui serait mal utilisé, qu'on n'ait pas une uniformisation de la création et qu'on n'ait pas aussi des réactions en tant que spectateur ou acteur passif et qu'on soit tous dans quelque chose qui est un peu loin de la création. Et moi, c'est ça qui me préoccupe plus que le fait qu'on ait des nouvelles technologies. Et je pense qu'à chaque fois, ces nouvelles technologies, elles peuvent nous permettre d'ouvrir notre champ créatif. Thomas Paris, quelles vont être, à vos yeux, la place de ces nouvelles technologies dans le cinéma, dans l'industrie cinématographique et notamment de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment? Alors, quand le cinéma est attaqué, comme il l'a été par la télévision, comme il l'a été par le magnétoscope, comme il l'est par les plateformes, il y a toujours eu plusieurs types de réponses théoriques possibles. Et ces réponses se font en termes de différenciation. C'est-à-dire comment le cinéma retrouve sa capacité de différenciation par rapport à une offre concurrente qui émerge par ailleurs. Et cette différenciation s'est jouée historiquement sur plusieurs dimensions. La dimension
qualité de la salle. Et donc, ça a été tout le renouveau des salles de cinéma dans les années 90, peut-être, j'ai peut-être un doute, avec les systèmes de son ultra qualitatifs, etc. La qualité du spectacle, et avec des effets spéciaux à ne plus savoir qu'en faire, des films dont on dit qu'ils ne peuvent pas être consommés à la maison parce que sur un petit écran, une scène avec une explosion de tout un quartier, ça n'aura pas le même effet. Et puis la troisième réponse, c'est la dimension qualité du film, qualité de l'histoire, qualité de la proposition artistique. C'est la dimension qui a été le plus souvent négligée, en fait. C'est-à-dire qu'on a plutôt été dans une logique défensive où on va chercher à enrichir l'expérience cinématographique, à enrichir ce qui va apparaître sur l'écran. Mais une réponse possible peut être aussi dans la qualité des œuvres et la recherche de différenciation, créativité, etc. Donc, je ne crois pas que la réponse technologique soit la seule réponse. Maintenant, l'intelligence artificielle, puisque c'est un peu le sujet à la mode, ma conviction profonde, et il suffit de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle pour pouvoir dire ça, c'est que l'intelligence artificielle aura sans doute, j'aurais pas dit ça il y a 3 mois avant ChatGPT. Aujourd'hui, ce type d'outil nous dit que effectivement, on est peut-être capable de produire des choses. Maintenant, quand on sait comment ça marche, on est capable de reproduire des choses. On est capable de faire des films, peut-être un jour, et j'en suis pas aussi convaincu que ce que je semble dire, on sera peut-être capable un jour de faire des films qui ne seront que des ressucés, des recompositions. Donc on mélange des choses existantes pour créer quelque chose d'autre, de nouveau, mais qui finalement va puiser dans l'existant. Or, la dynamique du cinéma, historiquement, la dynamique des industries créatives, ça a été le dépassement, le renouveau, la remise en cause par des propositions innovantes, par des propositions radicalement nouvelles, et ça que les intelligences artificielles seront toujours incapables de fabriquer. Continuons à être créatifs, continuons à vouloir faire des films, continuons à vouloir raconter des histoires, continuons à vouloir se différencier et à continuer à entretenir l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est la meilleure réponse. Et justement, sur un point de vue plus créatif, loin des machines et plus proche du cœur, quel est pour vous le plus grand chef-d'œuvre cinématographique, Thomas Paris ? Est-ce que je dois en citer un ou est-ce que je peux en citer 2 ? Si vous en avez plusieurs qui viennent à l'esprit. Pour moi, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un film qui s'appelle La Porte du Paradis de Michael Cimino, qui est un film assez remarquable, mais qui est aussi un film très intéressant parce qu'il a marqué une rupture dans l'histoire du cinéma. Ça a été un petit peu le film qui a mis fin au pouvoir des réalisateurs à Hollywood. Et le deuxième, c'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Il doit durer 3h40 dans sa dernière version, mais extraordinaire et qu'on peut voir et revoir et redécouvrir à chaque fois. Voilà, si je dois en citer 2, c'est ces 2-là qui sortent un petit peu du lot pour moi. Gérard Krawczyk. Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Moi, je vous invite, il y a une plateforme qui s'appelle la Cinétech, CINETEK. Et dans cette plateforme, elle a la particularité, c'est les cinéastes qui vous donnent la liste de leurs 50 meilleurs films. Et donc, vous verrez, il y a quasiment tous les cinéastes du monde. Et vous voilà, regardez les listes qu'ils ont produits. Et vous verrez là qu'il y a beaucoup plus qu'un seul chef-d'œuvre du cinéma. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Notre coup de cœur culturel. Le film dont je vais vous parler dans ce coup de cœur est un véritable rayon de soleil et fut une claque parmi la sélection cannoise 2022. Au départ, existe simplement une amitié, douce, paisible et pure entre 2 jeunes garçons, Rémi et Léo, 12 ans chacun. Les 2 jeunes adolescents, Eden Dambrim et Gustave Dewell, d'un naturel sidérant, donnent à voir une peinture inédite d'une relation absolue entre 2 garçons, acceptés comme tels par leurs parents. Dans une région belge où la culture des fleurs offre des plans d'un grand esthétisme avec une photo subtile, 2 jeunes voient leur vie déchirée. Sur les bancs de l'école, pour la première fois, leur amitié est épiée, jugée et critiquée. Ce film traite d'un sujet dur, celui de la rupture dans une vie, de la disparition subite de l'être aimé, de la culpabilité qui ronge. Et le plus frappant est qu'il nous parle d'enfants qui ont encore tout à découvrir mais préfèrent déjà partir plutôt que de subir. Subir la perte d'un ami, d'un alter ego, quand la sexualité n'est pas, quand l'innocence perdure dans un amour indéfinissable mais que les autres voient autrement. C'est une histoire où les mots se dérobent, nous échappent. Découvrir ce film sans trop en connaître, c'est s'assurer un coup de cœur où réflexion et émotion s'entremêlent, alimentant une tristesse cathartique mais aussi l'espoir. Close, film belgo-néerlando-français réalisé par Lucas Dont, a remporté en 2022 le Grand Prix du Festival de Cannes. Alors n'hésitez plus et foncez, mais surtout préparez vos mouchoirs. Après cette passionnante interview et le coup de cœur culturel de Pauline Cachou, cette émission touche à sa fin. Nous ne pouvons que vous encourager à suivre les conseils avisés de Thomas Paris et de Gérard Krawczyk
et à vous rendre sur le site Cinétech, choisir le prochain chef-d'œuvre que vous regarderez, à la maison ou au cinéma, pour ceux qui veulent vivre pleinement l'expérience de la toile. Un grand merci pour votre attention, et nous vous retrouvons avec plaisir dans un mois comme d'habitude pour notre prochaine émission. À très bientôt sur les ondes. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.